j'espère crever avant. J'espère crever avant, parce que j'ai horreur des œuvres complètes, aussi bien à la Pléiade qu'ailleurs. C'est pas grave, il faut continuer les DVD et puis continuer les films en même temps. Mais qui comme dit ça sera jamais complet. Mais non, pourquoi? Pourquoi? En vertu de quoi? Pour nous. Non, pourquoi? Non. Non, si Daniel était encore là, j'aurais une raison, mais comme elle n'est plus là, j'ai aucune raison de continuer, aucune. Pour personne au monde, je vous assure. Pour personne au monde. Si vous ne me croyez pas, je vous répète, pour personne au monde. Pour personne au monde. Pour personne. elle? Ça suffit, non? Pour personne au monde. Voilà. Quoi? Si je peux me permettre, personne au monde d'accord, mais je pense que faire du cinéma, à un moment, c'est maintenir la croyance. La croyance, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai horreur de ce mot-là. Comme Peggy, j'ai horreur de la piété. Peggy disait, je ne suis pas pieux, dit Dieu. J'ai horreur de la croyance. La croyance, c'est une affaire de piété. C'est une invention de Saint-Sulpice et des jésuites. Qu'est-ce que c'est que la croyance pour vous? C'est pas ça. Ah bon, bah alors dites-moi ce que c'est. Pour éviter la dispersion, par exemple. Hein? Pour éviter la dispersion, par exemple. Quoi? Non, rien, je ne répète pas. Non, dites-moi. Non, c'est trop tard. Non, non, j'aime bien ce que vous faites là avec vos épaules et tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, non, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, là-bas, derrière? Vous parlez de Schoenberg tout à l'heure. Mais si vous voulez dire que j'ai écouté Schoenberg, j'ai même vu un opéra, ça m'a jamais touché avant de voir votre film Moïse. Ah ben ça me fait grand plaisir parce que c'était fait pour ça. Je ne sais pas pourquoi votre film m'aurait touché plus que les enregistrements ou autre chose. Ouais, ben merci, vous êtes très gentil. Non, je l'ai fait pour ça. Et pas seulement Moïse et Aaron, mais aussi que von Reuter of Morgan. Mais là, déjà, vous n'en dites rien, c'est moins connu. Hein. Alors, bon, il faudra encore attendre 20 ans, et là, je ne serai plus là. Bon, où en sommes-nous? Vous n'êtes pas ravi de voir la jeunesse de la salle? Oh, ils sont pas si jeunes. Non, n'exagérons rien. Non, faut pas exagérer. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Non, c'est un âge moyen. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Oui. Ouais. J'aurais bien aimé être italien pour... Comment? J'aurais bien aimé être italien pour percevoir le film d'une manière plus héroïque. Pour la traduction, question précise, est-ce que vous avez une mainmise par rapport à la traduction? Une mainmise? Non, ma mainmise, c'est Daniel. Elle est morte et c'est fini, elle est morte. Elle est morte et depuis qu'elle est morte, je n'existe plus et par conséquent, je n'ai pas de mainmise sur quoi que ce soit. Comprenez? Elle a fait la traduction. Quand elle faisait sa traduction, je lui foutais la paix parce que quand j'intervenais, elle disait oui, mais elle avait déjà pensé à tout ce que je disais. Donc, foutez-moi la paix avec ces conneries-là. D'accord, merci. Bon, ça suffit. Pourquoi vous liez? Vous liez en venir où? Je ne savais pas que... bon, je sais qu'il y a deux autres... Je ne vous connais pas, donc je viens... Tant mieux. Voilà, je ne connais pas. Tant mieux. Donc, Moi, on me connaît, mieux ça vaut. Je voulais savoir qui avait traduit, c'est tout. Une question... Qui a traduit, ben, c'est un des deux auteurs du film. Ben, je le sais maintenant. Mais... Voilà, c'est une femme. Une femme. Comprenez, une femme. Elle n'est plus. Ça vous suffit? J'ai compris. Je sais pas si elle a compris, mais quoi? J'ai compris quoi? Il y a des parties en italien qui sont... Hein? Il y a des parties en italien qui ne sont pas traduits. Oh, il y a deux moments, oui, deux moments. Oui, mais c'est... J'étais là, vous pouvez pas me raconter des bobas. Mais c'est pas... Je suis forcé à voir le film. C'est pas une critique. Il y a deux moments, en effet. Et alors? Donc je me posais des questions par rapport à des choix, c'est tout. Et
c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très dur, très dur à suivre le film. Ah, mais Pavese est un personnage très dur. Et il est plus dur que tous les Italiens réunis. Et c'est précisément pourquoi il est Pavese. Parce que tous les Italiens sont mous. Et lui, il est très dur avec tous ses compatriotes et tous ses concitoyens. Voilà. Il est très dur. Parce qu'il en avait plein le nez de leur mollesse. Comprenez? Voilà. Alors, si c'est ça ce que vous voulez me faire dire, je l'ai dit. C'est suffisant ou non? Oh, je crois que... Non, on peut continuer, moi je vous en veux pas. Hein. Je peux encore poser des questions ou pas? Ah, qu'est-ce que vous voulez dire encore? Sans me faire engueuler. Non, moi je suis prêt à continuer à vous Excusez mon engueuler. ignorance. Hein? Excusez mon ignorance et ma naïveté. Non, ça j'aime pas ça. Est-ce que... Enfin, les... Personne n'est ignorant, et par conséquent, si vous commencez à dire « Excusez mon ignorance », ça m'énerve. Bon, alors... Non, ça m'énerve profondément. Ok. Bon, alors allez-y. Les dieux du début, Ouais. est-ce que ce sont... parce que je crois avoir mal compris en fait. Est-ce que ce sont les patrons de la fin? Oui, certainement. Ouais. Pour vous? Ouais, pour moi. Ouais. Vous êtes croyant? Croyant? Oui. Oh. Ben, je sais pas, demandez à Pavese. Mais c'est... Non, excusez-moi. Oui, je suis croyant. Je suis croyant dans le sens que je crois que le capitalisme est en train de détruire tout ce qu'on a, la planète et tout le reste. Ouais. Si c'est ça être croyant, je suis croyant. Ça vous suffit? Bon alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Moi j'ai un petit truc à vous dire en ce qui concerne ce qu'on appelle la technique. Les 10 premières minutes étaient scandaleuses. Parce qu'on nous a projeté un film comme on projette du son dans les aérodromes, ou dans les cabinets de dentistes, ou chez les coiffeurs, ou dans les gares, en sourdine, voilà. C'était le bon goût parfait, le bon goût. La chose la plus horrible en art, le bon goût. Alors, je suis monté, je me suis arraché parce qu'il fallait que je monte tous ces escaliers, et puis je me dis, je vais les déranger, puis après tout, ils vont être de mauvaise humeur et tout ça. On est toujours là à trembler dans une société où on devrait vivre heureux. Et on tremble, on passe sa vie à trembler. À peine on a ouvert les yeux, on doit commencer à trembler. On tremble à 6 ans, on tremble à 17 ans, on tremble à 117 ans comme moi. Alors, j'arrive et je lui dis, mais pourquoi vous montez pas d'un point ou deux? Il me dit, ah si, bon, il monte un point et demi, bon. Je suis remonté avant le troisième acte, c'était pareil, je lui ai dit, montez encore un point. Il me dit, ah, bon, il l'a monté, il était content, Mais alors, pourquoi tout ça? C'est pas la peine de projeter des films si on les étouffe. On étouffe les choses, vous comprenez? C'était étouffé, complètement étouffé. Comme dans les aéroports, voilà. Ça n'existait plus. Le cinéma, c'est de la matière. C'est des sons et des images. Si on étouffe la matière, le film n'existe pas. Il n'existe pas, c'est tout. C'était un film barbare, le plus barbare qu'on ait jamais fait. Pas seulement nous, mais je dis en général. Barbare, au niveau des raccords entre les images et grâce au bruit extérieur et au son. Et ici, on le passe, on en fait un film de bon goût. Alors pourquoi? Il vaut mieux ne pas le projeter, je sais pas moi. Et personne ne s'en serait aperçu d'ailleurs. Tout le monde aurait somnolé, là, gentiment, comme chez le dentiste, ou chez l'avocat, ou chez le médecin, ou chez le coiffeur. Voilà. C'est tout. Bon, maintenant, je m'arrête. Alors pourquoi ça? Pourquoi ça? Parce que il y a eu l'invention de M. Dolby. Bon, alors Dolby, j'en ai parlé avant, je sais bien. Pourquoi? Parce que j'ai toujours un bon nez. J'ai un nez un peu moins bon que celui d'Aldarline, mais tout de même j'ai un bon nez.
Donc, Dolby fait son truc. Ensuite, quand il y a des films du passé qui existaient avant lui-même, il a dit coupez le Dolby. Alors, il a installé un truc qu'on appelle, on appelle un décodeur. Un décodeur, vous voyez ce que c'est? Alors, un décodeur Dolby, ça veut dire on coupe le Dolby, ça a pour conséquence qu'on enlève, je ne sais plus, il y a un nombre précis de dB, de telle sorte qu'ensuite, et il l'a dit lui-même, il a dit, comme ça je prouverai que mon invention rend les films du passé inexistants ou qui ne valaient rien au niveau du son. Voilà, il l'a dit. C'est un cynique parfait. Alors le résultat est là. Bon, ben, ça suffit, alors maintenant dites-moi quelque chose. Moi, je m'en fous de tout ça, mais complètement. Hein. Alors là, au point où j'en suis, après ce qui m'est arrivé, je m'en fous à 110%. Hein. Mais je trouve ça un peu bête pour vous tous, pour la communauté, et surtout pour les techniciens qui se sont donnés un mal fou, en particulier Louis Hochet, grand ingénieur du son défunt, qui a fait un son comme ça, et ensuite on monte un son comme ça. Voilà. Et ça, c'est dégoûtant, quoi. C'est dégoûtant. Bon, est-ce que Philippe vous a dit avant de commencer que la différence entre ce produit-là et tous les autres produits, ou en tout cas à 99%, que vous avez pu voir en fait d'opéra filmé, est très simple. Hein. Il vous l'a dit ou non? C'est qu'ici, chaque fois qu'un chanteur ouvre la bouche et chante, et ben, les sons qu'il émet ont été enregistrés en même temps que l'image. Hein. Ça, c'est le b.a.-ba du cinéma. Hein. Les gens ne sont pas doublés ici. Il y avait un monsieur très estimable par ailleurs qui s'appelait Suborberg. D'ailleurs, je crois qu'il l'est toujours. Non, il n'est pas mort. Non, toujours. Bon, ben, tant mieux pour lui. Tant pis pour lui. Et ce monsieur-là avait envie de faire Parsifal de monsieur Wagner et il a été trouvé Toscan du Plantier. Et l'autre lui a dit oui, nous allons faire ça ensemble. Et il voulait enregistrer le son en même temps que l'image. Et bon, ils ont travaillé, il a travaillé dans ce sens-là. Puis au bout de 3 mois ou 6 mois, Toscan du Plantier lui a dit, mon cher ami, j'ai un excellent enregistrement là de Jordan à Harmonia Mundi à Monte Carlo. Ça nous coûtera rien du tout, on va prendre ça, on n'aura pas besoin d'enregistrer la musique. Voilà. Et Suborberg n'a pas eu la moindre résistance. Le résultat, c'est que son film est nul. C'est pas nul, c'est pas le mot, mais il n'existe pas parce qu'il n'y a rien qui. Renoir, vous voyez, il prenait un cendrier, ça c'est pas un cendrier, et il faisait comme ça, il disait, vous voyez, ce bruit-là et ce mouvement-là sont liés. Eh ben moi, je n'ai aucune religion, mais j'ai cette religion-là, on appelle ça le direct, voilà, c'est tout. Et, le cinéma, c'est ça. À partir du moment où on a inventé le son, il n'y a aucune raison de trafiquer. On peut en rajouter, on peut en enlever, mais il n'y a aucune raison de faire croire que 2 choses qui ont lieu en même temps, sont, de les enregistrer séparément. C'est ridicule, ennuyeux, et c'est surtout très ennuyeux. Je peux même vous trahir un secret, je déteste la littérature. C'est tout. Personne ne le croit, mais c'est pourtant un fait. J'aimerais comprendre... Ça ne veut pas dire que je déteste Corneille, au contraire. J'aime Corneille parce que je déteste la littérature, mais n'empêche que... Bon, voilà. Moi, j'espère que je me suis un tout petit peu exprimé, là. Non?
sur ce que je vais appeler mon style, qui n'est pas un style et ne sera jamais un style, grâce à Dieu. Alors, qui sait, vous êtes où? Je voulais, à l'aspect beaucoup plus technique, comprendre comment vous enregistrez les voix, les sons. Est-ce que vous utilisez plusieurs micros? Est-ce qu'à chaque fois, il y a, comme dans la caméra, un seul point de vue ou un seul point d'écoute? Comment ça se passe? Ouais, comme ça. Mais là, c'était très dur. Hein. L'assistant a dit à l'ingénieur du son au bout de 3 jours, écoute, il est fou, on devrait rentrer à Paris. Etc. Ils sont cramponnés, Il a même inventé quelque chose qui n'existait pas à l'époque, il a utilisé des micros avec parabole, etc. Non, c'était un défi. C'était un défi pour nous, d'abord. C'était un défi, l'histoire du texte et des bruits, là. Votre problème. C'est un défi. Non, mais je vous explique ce que vous appelez mon style. Je vous l'explique d'une autre façon. Alors vous devriez me dire merci, on ne peut pas vous mettre de nouveau comme un coq à monter sur vos ergots. Excusez-moi. Je vous dis, c'est un défi. C'était un défi pour moi. Et ça a été un défi immédiatement après pour les techniciens, c'est tout. Et ça a été un défi pour les acteurs. Donc, ce film-là est un tissu de défis. Voilà. Un tissu de défis. Et on peut faire un tissu très solide avec des défis. Et s'il n'y a aucun défi dans un tissu, ben, il n'y a pas de tissu. J'aimerais d'ailleurs savoir, toujours ici, savoir si par rapport justement aux sons qui viennent de la ville ou de la fontaine, est-ce que ça vous a des fois imposé des directions de caméra? Est-ce que c'est des Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, les directions de caméra, c'était ce qu'on avait choisi, qu'on pensait juste par rapport au texte, moralement, politiquement, théâtralement, etc. Et quant à l'espace, c'est tout. Non, aucun rapport. Non, on a justement absolument pas tenu compte. On a défié ce qu'on découvrait dans notre cadre, c'est tout. Défier la réalité, défier le texte, défier la lumière, défier tout. Les petits cons qui sortent de la fémis de nos jours et qui font des films, on leur explique qu'il faut surtout pas faire cela comme ceci ou comme cela, et qu'il faut faire ça comme ceci et comme cela. Ouais. Là, c'est le contraire. Je dis pas que tous les gens qui sortent de la fémis sont des petits cons. Bon, bah. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie. Quand il y en a un qui n'est pas un petit con, on essaye de le transformer en petit con. Parce qu'il faut bien fabriquer des soldats. Et les soldats, il faut les mettre au pas. Je peux vous embêter sur le son direct? Ah oui, vous pouvez. Bon, le son direct chez vous ou chez Renoir, je pense que ça marche très bien. Enfin, c'est cohérent avec votre démarche, votre recherche, votre travail expérimental, tout ce que vous voulez. Hein? Mais il y a des cinéastes que vous estimez, je pense que dont vous êtes assez proche, Jean-Luc Godard, il n'a pas la même, entre guillemets, religion du son direct.
Ouais, Oui, pas bon. tout à fait. Ouais. Mais donc ça marche aussi ou vous rejetez Ah non, je rejette pas comme ça, moi. Mais ça marche aussi, enfin je sais pas comment dire. Oui, ça peut marcher. Si on est prudent et intelligent, ça peut marcher. Mais il faut savoir pourquoi on le fait et comment. Ce qu'il faut éviter, c'est la vraisemblance, c'est tout. Et le mensonge, c'est-à-dire faire croire aux gens que ce qu'ils entendent, c'est ce qui s'est passé pendant ce qu'ils voient. Ça, c'est ridicule. En plus du fait que c'est un mensonge, et puis ça consiste à prendre les gens pour des cons parce qu'ils savent très bien que c'est pas vrai. Par rapport à l'érotisme, je crois l'image est très très belle, mais c'est la respiration, je crois. Il y a le plan, il y a le temps, il y a le mouvement. Même si c'est le plan fixe, il y a la respiration, je voudrais dire. Je respire avec l'image, si on peut dire, mais c'est pas une image fixe. Mais c'est ce que devrait faire chaque cinéaste, mais qui ne font pas. Oui. Et puis, on se bat avec de l'espace quand on fait un film. On se bat avec l'espace. Bon. On tape dans le vide, dans un espace à 3 dimensions. Et il faut qu'à partir de là, on fabrique une matière qui finalement est bidimensionnelle. Il n'y a plus que 2 dimensions sur un écran malgré tout. Et que cet espace-là devienne du temps condensé. C'est ça le travail du cinéaste. Si ces étapes-là n'ont pas lieu, le film n'existe pas. en regardant vos films, je respire avec vos films, c'est ça ce que je voudrais dire. Hein. C'est il y a le temps j'étais. Oui, bon, mais ça me fait grand plaisir, mais ça devrait être ce que réalise chaque cinéaste. Bresson parlait des battements du cœur, etc. C'est évident que c'est fait pour ça. Même si je ne peux pas tout suivre le sous-titre, et il suffit de regarder. Je voudrais. Voilà. Tout se tient très fortement. Tout est tacite, n'est-ce pas? D'où cette force qui nous parvient sans faille. C'est ce que j'ai ressenti. Merci. L'orchestre, les acteurs, les plans, tout. Et cet humour fou, enfin, tragique et comique, très, très beau, quoi. Je pense qu'en effet, l'appareil est très dense et très résistant et que Schoenberg est très fort. Oh, c'est extraordinaire. Moi, je ne sais pas ce que je vaux, mais je sais que Schoenberg est très fort. Et je sais qu'on n'a pas été tout à fait indigne de Schoenberg, ça je le sais. Dans Du jour au lendemain, on sent que la question, le public, la place du public est respectée en ce sens. C'est-à-dire que au départ, vous montrez le public et la scène, et après la caméra reste toujours du côté du public, et même les... Oui, c'est frontal, c'est frontal. Et même les acteurs, enfin les chanteurs, regardent le public, dans la direction du public. Exact. Là, pas du tout. Ouais. On voit les gradins, on voit que... Mais pourquoi cette différence? Pourquoi... Pour pas faire tout le temps le même film. On essaye de varier à chaque film. Ça serait vraiment pénible. Chaque film, sort du film précédent ou du film d'avant le précédent, et chaque film, sortant du film dont il sort, essaye de faire le contraire de ce que faisait le film dont il sort, etc. C'est des variations, ça. L'art, qu'est-ce que c'est? C'est comme de jouer aux échecs, c'est des petites variations. Faut varier, développer. C'est tout. Je suis bien content que je ne sois pas pareil, que vous l'ayez remarqué. Alors ça correspond au sujet aussi, c'est pas par hasard.
C'est-à-dire Là, c'est une bande c'est une bande de chiens qui s'engueulent. Alors, il n'y a pas de raison qu'ils regardent le public. Ils s'en foutent du public. Il n'y en a qu'une qui s'intéresse au public, c'est Antigone. Et comme elle est tellement emmerdée, et qu'ils sont tellement comme des chiens avec elle ne peut pas se permettre de regarder le public derrière elle. Simplement, à un certain moment, elle dit, vous verrez ce qui va vous arriver. Mais ça, elle le dit à eux, elle ne peut pas le dire aux gens qui sont dans la salle. Elle leur dit à la fin, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous êtes des inhumains et vous allez voir où va vous mener l'inhumanité, c'est tout. Est-ce que vous rajoutez des sources de lumière ou vous travaillez uniquement avec la source? Non, non. Parfois un réflecteur, même là, c'est très dangereux parce que ça les ennuie. Ça les éblouit et c'est pas bon. Non, non. Presque voisin de zéro. Pourquoi? D'abord parce que j'ai eu l'impression dans le film de la semaine dernière que la lumière n'était pas la même. Ça ressemblait pas du tout à cette lumière-là. Et je la trouvais plus... J'avais l'impression qu'il y avait des choses en plus. Enfin, Quel film? Dans La Nuit et la Résistance. Voilà, je les ai laissés bricoler un peu plus. Mais pourquoi? Parce que là on sent plus la lumière naturelle. Ici? Ouais, beaucoup plus. Oui, bah, je sais pas ce que je me fais vieux, j'aime pas les conneries. C'est tout. Mais ça veut dire que vous attendiez les moments... Que? Ça veut dire que vous attendiez les moments où tournait, où la lumière était bien? Non, attendez, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous... Quoi? Vous attendiez les moments... Ah non, jamais, on n'attend jamais. Non, là, on est absolument impitoyable. On travaille et on attend que la lumière nous fasse des cadeaux. Non, c'est affreux de dire ça, mais c'est comme ça. Attendre, c'est de la connerie. Ça, c'est Bertolucci. Parce qu'on est toujours surpris. La nature a beaucoup plus de fantaisie que vous en avez vous-même, donc si on l'attend, on se fait toujours surprendre. Et on se fait toujours rouler, tromper, entourlouper. Non, non, il ne faut surtout pas attendre, il faut être là et voir, avancer, c'est tout. Et voir ce qui se passe ensuite. Pourtant, vous contrôlez beaucoup le cadre. Comment? Pourtant, vous contrôlez beaucoup le cadre. Ben justement, à cause de ça, si le cadre est très précis, dans ce cadre-là, il doit pouvoir se passer des tempêtes ou des révolutions de lumière. Sinon, si le cadre n'était pas précis, tout ça n'aurait aucun intérêt. C'est pas pourtant, c'est à cause de ça. Si le cadre est précis et sérieux, spatialement et tout ça, et pour les acteurs et ce qu'il y a autour, ben, naturellement, là-dedans, il doit pouvoir se passer toutes sortes de choses. Il ne faut surtout pas dire « Ah non, on attend, ça c'est pas beau, il faut attendre que ce soit plus beau, et autrement, et plus doux, et plus... » Non, ça c'est de la connerie. Là, il faut pas attendre, il faut laisser se passer les pires catastrophes, les pires tempêtes, les pires violences du monde. Il y a des plans à certains moments de sol, des pierres. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Les plans des... Et du sol, oui, le sol. Qu'est-ce qu'il y a avec le sol? Qu'est-ce que ça signifie en fait Vous n'aimez pas le sol ou quoi? Ça m'a interpellé. Interpellé? Bah tant mieux, c'est fait pour ça. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Il y a quelque chose à dire ou c'est purement esthétique? Ah oui, quand les hommes ont fait beaucoup de conneries, il y a toutes les pierres qui ont quelque chose à dire.
Et le sol, c'est lui qui boit le sang. Il est imbibé de sang. Donc la question n'est peut-être pas si déplacée que ça, parce que si on regarde le sol, on remarque que vous prenez toujours la rangée des pierres ou même du temple de façon asymétrique. Ça veut dire quoi, asymétrique? Asymétrique, ça veut dire cette ligne-là est jamais au milieu de l'écran. Elle est normalement déplacée vers la gauche, dans les 3 ou 4 scènes où on les voit. Et au moment où un des anciens porte le récipient de nourriture pour Antigone, c'est aussi posé sur l'endroit qui est asymétrique, Ça devient symétrique au moment où l'autre ancien ajoute le vin. Donc la question maintenant, est-ce que pour vous la symétrie là est d'une part voulue, mais est-ce que ça signifie quelque chose? Mais tout ça c'est dans votre tête, ça? Non, 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 je vais vous dire comment le film est fait. Voilà. Alors, il y a une demi-lune qui est la lune croissante. Elle est verticale. Imaginez une demi-lune au milieu de l'écran. Verticalement, comme une demi-lune. Hein? Alors, la caméra est toujours, du début à la fin, exactement au même endroit. Donc, toutes vos histoires se passent dans votre tête. La perspective est strictement toujours la même. Tout ce qui change, c'est la hauteur. On est là en bas de la demi-lune, en bas. La caméra est là. Ou bien elle est à hauteur d'homme, comme chez Buñuel et chez Howard Hawks, à hauteur d'homme. Ou bien elle est à 4,50 m, exactement au-dessus, au même endroit, à 4,50 m, sur une tour. C'est tout. Et ça varie selon que les gens disent des choses qui regardent l'État ou le bien public ou la communauté. Là, on est plutôt en haut, à 4,50 m. Et quand ils parlent d'eux-mêmes et de leurs sentiments et de leur merdier personnel, on est plutôt à ras de sol. Voilà. C'est tout. C'est la seule perspective qui change. Sinon, ce qui change, c'est l'ouverture. On est au même endroit et c'est plus ouvert. L'objectif est plus large ou est plus serré. Mais rien ne change. Il n'y a pas 1 millimètre qui change pendant 2 heures. Oui, mais je ne mets pas du tout en doute ce que vous dites. Mais alors vous voyez tout d'un coup qu'il y a une... C'est exactement ce que vous avez fait. Mais pour moi, importe moins la caméra, mais ce que produit la caméra, donc l'image. Et pour l'image, il reste cette trace-là qui est asymétrique. Et j'ai une arrière-pensée. Mais elle n'est pas asymétrique du tout, parce qu'on est exactement dessus. Non. Regardez. Elle devient asymétrique pour vous à un certain moment. L'image est divisée différemment. 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers, voilà. Et ça veut dire qu'il y en a plus à droite ou à gauche. Voilà. Oui, parce qu'on n'est pas tout à fait sur la pierre, sur la ligne de démarcation. Oui, mais ma question est, peut-être que vous avez fait plus que vous avez voulu faire. Donc il y a un supplément de raisonnement qui n'est pas toujours conçu, c'est tout à fait normal. Mais bien sûr, l'idée de l'asymétrie n'est pas tout à fait sans arrière-pensée, parce que si vous regardez dans l'ensemble d'Antigone, dans n'importe quelle réécriture ou réduction brechtienne, parce que c'est une réduction qui a pratiqué Brecht, on peut parler après, c'est que vous avez des jumeaux. C'est quoi? Les jumeaux. Vous avez Étiocle et Polynice, vous avez 2 frères, vous avez un moment au début une phrase qui dit avec les jumeaux c'est la fortune qui arrive, etc. Donc cette duplicité a un problème dans la pièce. Et si je me rappelle bien, en tout cas dans le texte de Sophocle, que le problème entre les 2 frères Étiocle et Polynice était qu'ils étaient censés d'alterner le pouvoir, et Étiocle a refusé. C'est ça le fond du problème. Et parce que Étiocle a refusé, Polynice était obligé de partir et il revenait avec une armée. Donc disons, la symétrie n'est pas tout à fait farfelue, et disons, la structuration de l'image est peut-être ici par hasard, mais elle tombe très bien dans la perspective que j'indique de façon tout à fait pauvre.
Donc, Non, mais je dis pas que c'est pauvre, ce que vous dites, c'est le contraire, c'est beaucoup trop intelligent. C'est tout le contraire de pauvre, c'est trop riche. Et comme dit Tiresias, und mehr braucht mehr und wird am Ende zu nichts, plus a besoin de plus. Non, il n'y a pas... Vous avez une idée de derrière la tête et vous l'appliquez sur un espace qui est celui de la construction de l'espace du film, qui parfois vous donne raison, mais en fait c'est faux, je regrette, c'est faux. C'est comme les grands raisonnements germaniques parfois. Les Germains sont très forts parce qu'ils vont au bout de certains raisonnements. Les Italiens, les Français sont incapables d'aller au bout d'un raisonnement à part quelques individus. Mais alors, quand les Germains vont au bout d'un raisonnement, c'est parfois grandiose, mais c'est parfois terrifiant. Parce que c'est souvent faux. Et systématique. Alors, bon, qu'est-ce que je vous dis? Non mais, excusez-moi. Non, mais j'aimerais bien que vous expliquiez un peu mieux ce que vous dites. C'est pas... On ne fait pas un film en voulant incarner l'idée des jumeaux, etc. Les jumeaux arrivent dans le film, comme dit l'Évangile, comme des voleurs. Ils font partie du sujet. Je viendrai à vous comme un voleur, dit Jésus-Christ. Bon, les jumeaux, c'est pareil, ils viennent dans le film comme des voleurs. Mais le film, lui, il a une construction, une structure qui n'a rien à foutre avec les jumeaux. Les jumeaux, ils entrent là-dedans et ils prennent possession des lieux, c'est tout. Alors si les lieux vous semblent conformes à la dissymétrie des jumeaux, moi je veux bien, mais ça me paraît un peu farfelu. Hein. Alors, vous vouliez me répondre? Je ne voudrais pas monopoliser la parole, sinon je serais créant. Non, mais vous pouvez. Tant que le monopole ne se transforme pas en barbarie, comme il le fait dans le monde capitaliste, moi je l'accepte. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une image, c'est une chose, c'est une construction, c'est tout. On construit une image, on joue avec l'espace et le temps. Le temps est donné plutôt par le son. On construit une perspective, ça ne peut pas être n'importe quoi, c'est tout. En plus, ça vient après une autre image, et avant une autre image, et puis en plus, il faut savoir de quel point de vue on se situe, avec qui on est, etc. Je sais pas, on ne fait pas des diagonales pour le plaisir de faire des diagonales. Hein. Moi, je veux bien admettre que c'est très intéressant les diagonales de la découverte, mais j'aimerais comprendre. Je suis pas très instruit sur ce que j'ai fait. Hein. Mais je voulais savoir si cette décision de garder, d'insister sur cette confrontation ville actuelle, texte ancien, si ça résultait d'une façon de voir le texte de Corneille, c'était une exigence du texte de Corneille, ou si c'était plutôt quelque chose qui vous intéressait à ce moment-là? À vous et à Daniel Hullet? Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout un cinéaste expérimental, même si parfois je donne l'impression de l'aide. Non, pas du tout. Ce qui m'intéressait, c'était de mettre en question. Il y a une expression en français qui est très forte qui veut dire mettre en question. Il faut mettre en question. Je considère que Corneille, c'est un des plus grands esprits de notre civilisation occidentale avec Bach et Hölderlin. Je prends exprès des gens d'époque complètement éloignés. Et Corneille, en plus, comme il est français, qu'après tout, c'est la fatalité qui m'est arrivée, voilà, c'est tout, ça m'intéresse beaucoup.
Donc je me suis dit, avec Corneille, je peux me permettre d'aller plus loin qu'avec n'importe qui. Et j'ai essayé d'aller le plus loin possible. Oui, mais je voulais savoir... On ne va jamais assez loin dans ce domaine-là. Ce qui m'intéresse, c'est pas me confronter un texte ancien à la vie ancienne ou je sais pas quoi. C'est raccourci, je le dis rapidement. Bah oui, d'accord. Vous avez bien du mérite d'ailleurs de parler parce que les gens qui parlent dans des discussions pareilles, c'est des héros. Mais enfin, je veux dire, ça m'intéresse pas ça. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'éprouver la résistance de quelque chose. C'est de mettre à l'épreuve quelque chose avec quelque chose. Ou par quelque chose, ou grâce à quelque chose, ou contre quelque chose. Par hasard, c'est la vie actuelle. Mais la vie actuelle, dans autant, on s'en fout. Pourquoi vous travaillez sur des textes déjà existants? Mais pourquoi pas? Non mais... Pour répondre à cette question. Parce que j'ai besoin d'avoir quelque chose au point de départ qui me résiste. Quelque chose qui me dépasse, qui soit plus intelligent que moi et que j'essaie de communiquer aux autres gens. C'est tout, et j'essaie. Le travail consiste à comprendre ce qu'il y a là-dedans et à en faire cadeau à d'autres gens qui l'ignorent autant que moi ou plus que moi, etc. Ou même un peu moins que moi, qui sait. Mais pourquoi pas? Non, moi j'aime beaucoup, mais c'est quelle question tout ça? Si j'écrivais des textes pour faire un film, au bout de 2 mois, ben, je les foutrais à la poubelle et je ne ferais pas le film. Ça vous suffit? Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'aurai encore un métro ou non? Non mais je veux retenir personne, hein, si vous en avez marre d'être là-dedans après 2 heures de film. Par contre, s'il y a d'autres questions, je veux bien y répondre. Pourquoi les Kabyles en fait? Pourquoi? Pourquoi les Kabyles? Pourquoi les Kabyles? Ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous avez dit tout à l'heure. Ah, parce que les Kabyles, je les aime bien parce que je leur ai un peu une partie de ma vie, puisque j'ai, grâce à eux, par amitié pour eux, je disais les Kabyles, j'aurais pu dire les Algériens en général, mais j'aime bien les Kabyles. J'ai été condamné à un an de tôle, j'ai pas pu revenir en France pendant 11 ans. J'ai été frappé d'indignité nationale, j'ai été privé de carte d'identité, de passeport et d'assurance sociale et voilà, et de sécurité sociale. Voilà, c'est tout. C'est une réponse ou non? À propos de résistance du texte, comment avez-vous rencontré le Mallarmé de toute révolution et un coup de dé? Jamais un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Bon, je l'avais vaguement survolé au lycée. Hein. Ensuite, je suis parti, et, pendant 11 ans, je ne pouvais pas revenir, etc. Et puis, avant de revenir, je me suis dit, tiens, il faudrait vraiment faire un film sur la commune, mais qui ressemble à rien d'autre, à rien de ce qui existe. Et alors, à peine j'étais amnistié, on s'est promené beaucoup à pied dans Paris, et par hasard, on a fini dans cet angle-là, au bout du Père-Lachaise. Et tout d'un coup, le Mallarmé a fait irruption dans cet angle-là, là, au-dessus de Paris, au Père-Lachaise. Parce que le Mallarmé, tout d'un coup, je m'en suis souvenu. Alors, ce qu'il pensait exactement de la commune, il y a des gens qui de nos jours disent « ouais, lui aussi ». Mais moi, j'en crois pas un mot. Le Mallarmé, il a eu des amitiés anarchistes aussi. Oui, bien sûr. Non, mais il y a un type récemment qui a commencé à dire « ouais, il valait pas beaucoup mieux que Flaubert, de ce côté-là, etc. » Non, ça c'est des histoires de mode et des trucs périodiques comme ça. Moi, je ne doute absolument pas de Mallarmé sur ce point-là.
Je dis même si c'était le cas, je m'en fous, voilà, c'est tout. Comment s'est effectué le travail de répartition justement de ce texte très particulier entre les 9 récitants? Bah, bêtement, suivant la typographie. Lui-même le disait naïvement ou brutalement, il disait ce que j'ai écrit en lettres capitales, c'est les hommes, ce qui est écrit en lettres pas capitales, c'est les femmes. On n'en sortira jamais, mais enfin. C'est tout, et puis il y a des silences, il y a 2 lignes comme ça, puis d'un coup il y a un blanc comme ça, et c'est décalé. Chaque caractère est un personnage, et chaque personnage à l'intérieur des blocs qu'il a des poses qui ne sont pas les miennes. C'est des poses typographiques, des poses de l'espace de la page. Qui sont d'ailleurs très mystérieuses, très très mystérieuses. Oui, votre film d'ailleurs conserve totalement l'opacité du texte. Et comment est-ce que ça aurait été possible autrement, puisqu'il est demeuré opaque pour moi. C'était ça le défi, c'était de combattre l'opacité en sachant très bien qu'on n'arriverait à aucun résultat. Et dans ce sens-là, le film ressemble à aucun de nos films, parce que, à part quelques moments, j'ai jamais fait un film avec des phrases que je comprenais pas. Bon, enfin, je dis pas que c'est le cas pour Mallarmé, mais enfin, tout de même. Votre amitié, Seigneur, me rendra téméraire. J'en abuse et je sais que je vais vous déplaire. Que vous condamnerez ma curiosité, mais je croirais vous faire une infidélité si je vous cachais rien de ce que j'entends dire de votre nouveau nouvel empire. On s'étonne de voir qu'un homme tel qu'Othon, Léophée, soutient le grand nom. Daniel Invinius se réduire à la fille et s'attache à ses consuls qui ravagent, qui pillent, qui pétougent la voix auprès de l'empereur, mais dont tous les pouvoirs ne savent qu'à faire horreur, et détruit d'autant plus que plus on les voit poindre ce que l'on doit d'amour aux vertus de son maître. On a répété pour le film pendant 3 mois, sans la moindre ambition d'une représentation théâtrale. Sans la moindre envie d'ailleurs. Non, on a répété pour le film, on a travaillé comme le devraient faire tous les metteurs en scène, tous les gens qui font un film, avec les acteurs. Il se trouve qu'ils ne travaillent plus, enfin, ça c'est une autre histoire. De toute façon, les acteurs ne sont plus capables d'apprendre un texte. Quoi? Pourquoi avoir fait un film barbare? Hein? Parce que j'aime la barbarie. Peut-être un peu développé. Non, non, la barbarie, il y en a une qui sort du capitalisme et il y en a une autre. Il faut faire des prières pour que l'autre un jour prenne le dessus. C'est un choix esthétique, expliquez-nous, pourquoi faire un film barbare? Vous dites ça parce que je l'ai dit ou parce que vous l'avez prouvé? Non, ça c'est quand même intéressant parce que
si on est en train de pratiquer de la rhétorique vague entre nous, je préfère aller boire un whisky de l'autre côté de la rue. Alors, vous dites ça comment? Parce que vous avez prouvé que c'était un film barbare ou non? Je l'aurais pas exprimé comme ça, mais vous l'avez dit, je trouve qu'en définitive, c'est pas... Ah bon, alors vous reprenez des paroles. Par conséquent, ça prouve une fois de plus qu'on ne devrait pas faire des discussions. J'aurais pas dû venir ici, j'aurais dû me reposer chez moi et penser à l'avenir ou à la mort. Et puis c'est tout. Parce que dès qu'on arrive, alors ça c'est comme dans certains ciné-clubs il y a déjà 30 ans, ils me disaient, ah, comme ce que vous dites est drôle, si vos films étaient aussi drôles. C'est la même chose. Là, vous vous foutez de moi, je regrette. Comment? Bon, alors, qu'est-ce que vous avez prouvé, puisque vous n'avez pas éprouvé, en reprenant mon terme à moi, que c'est un film barbare? Qu'est-ce que vous avez prouvé qui rejoint la chose? Déjà le style que vous avez donné aux acteurs, qui était le Othon qui parle, on comprend la moitié de ce qu'il raconte. Alors c'est dommage, c'est pas dommage, c'est le choix esthétique. La diversité que vous avez choisie dans le jeu des acteurs également. La quoi, là? La diversité. La diversité, oui. Ah oui, ça j'y tiens, la diversité. Parce que si quelqu'un vient me dire machin est très bon et les autres valent rien, là, ça m'intéresse pas. Moi, je suis un démocrate impénitent. Oui, en matière d'art, on s'en fout de la démocratie. Non, mais moi, je m'en fous pas. Donc, ce que j'aimerais, c'est vos commentaires sur le choix esthétique que vous avez fait. Il n'y a aucun choix esthétique sur les acteurs, aucun. Ils sont ce qu'ils sont et je les ai fait travailler chacun individuellement en tant que ce qu'ils sont, c'est tout. Oui, mais donc ça, vous auriez pu accepter ou leur dire non, pas du tout, je veux que vous jouiez tous sur une certaine forme, un certain style, vous les avez laissés. Non, il n'y a pas de style, il n'y a pas de style, j'ai horreur du style. Non, mais il y a une confrontation. Le style, c'est l'homme même, c'est tout, ça n'existe pas. Le style, c'est la merde. Buffon a dit, le style, c'est l'homme même, c'est tout. Bon, alors le style, c'est moi. Et moi, je suis pour un éventail le plus large possible. Alors, plus ils sont différents, divers, opposés, plus je suis content. Et je me serais bien gardé de leur opposer un style, de leur imposer un style. C'est ce que font tous les théâtres distingués. Dès qu'on impose un style, on impose de l'esthétisme, voilà. Et on se fait passer pour un artiste. Ouais. Mais l'artiste, ça n'existe pas. L'artiste, c'est un mec qui a une extrême patience et rien d'autre. C'est un artisan. Non, il faut quand même que je vous dise calmement que je tiens absolument à la diversité et je tiens absolument à la façon de dire le texte qui parfois est très très difficile au niveau des gens qui l'entendent et l'écoutent, et c'est ça qui fait que le film existe, s'il vous plaît. De même que les bruits, etc. Bon, éliminer toute votre saloperie là, ça aurait consisté à faire un néant, à fabriquer du néant. Le néant, il y en a déjà tellement partout qu'on en crève. Bon, donc, ce qui est là, et j'y tiens tel que c'est. Vous comprenez? Les bruits sont un obstacle à la parole, et la parole, et les accents, et les accents étrangers sont un obstacle à la compréhension et à la comment appelle-t-on ça de nos jours? À la communication, Hein? Le langage et l'art n'ont jamais été de la communication. Ils ont toujours été contre la communication. Et si vous ne savez pas ça à votre âge, ben je me demande ce que vous foutez là-dedans. Non, mais je regrette, vous êtes trompé, vous êtes égaré, Nous commenter vos choix esthétiques. Bon, tout d'un coup, je me suis dit, bah maintenant c'est fait. Vous venez de le faire. C'est fait. Après Tout d'un coup, j'étais là, j'ai vu un bon nombre de fragments du film,
je me disais, ben voilà, il y en a un qui disait pas mal de provocations, il disait, c'est le mot qui crée l'image, il foutait certaines personnes en rogne, y compris Daniel, il disait, les mots, c'est comme des perles qu'on enfile sur un fil pour en faire un collier. Chaque perle est égale. J'ai entendu certaines femmes dans le film et je me suis dit, voilà, on entend là comme un panier de perles qu'on rassemble et dont on fait qu'on met sur un fil, voilà. Et c'est ça. Et là, Corneille commence à exister et à vivre, vous comprenez? Pas chez Patrice Chéreau. Pourquoi vous avez décidé de faire parler, la faire parler en français avec cet accent allemand? Pourquoi vous avez choisi de le faire en français finalement? On n'a pas choisi, on a fait une version allemande où elle parle. Ah. Et ensuite, des gens nous ont dit on voudrait bien sortir le film à Paris. On s'est dit ça sera beaucoup de sous-titres, etc. Et c'est très difficile à traduire. Et on a eu l'idée, parce qu'on aime bien Renoir, de faire parler la même fille qui parlait le commentaire en allemand, de le faire parler en français, de la faire parler en français. Et parce que ça nous intéressait, parce qu'elle avait appris le français dans le sud de la France, vraiment dans le sud, dans l'extrême sud, et qu'en plus elle avait un accent allemand. Et ça nous intéressait de faire ça. Voilà, c'est tout. Pour brouiller les pistes, il faut toujours brouiller les pistes, comme les Indiens, parce que sinon on est foutus. Se n'è andato e cammina tra gli uomini, prende la strada delle valli e si sofferma tra le vigne o in riva al mare. Qualche volta si spinge fino alle porte di una città. Nessuno direbbe che è padre e signore, mi chiedo a volte. Cosa vuole, cosa cerca dopo che tanto si è lottato per dargli il mondo, le campagne, le vette, le nubi nelle mani? Potrebbe sedere quassù indisturbato, no signore, cammina. Che c'è di strano? Chi è signore? Si scapriccia. Moi j'admire beaucoup toujours le second dialogue parce que je vois la lumière bouger entre les plans énormément et entendre les oiseaux à la fin. J'aimerais savoir comment vous tournez, j'imagine que vous tournez dans l'ordre. Oui, dans l'ordre. Et sur des périodes de temps de... Par exemple pour le second dialogue, c'est combien de temps? C'est une journée? 3 jours. 3 jours. C'est toujours les mêmes moments dans la journée à peu près? Oui. Bah, évidemment que
Au-delà de 5 heures, ça va plus parce qu'on a une lumière rageante. Avant 8 heures du matin, ça va pas non plus, donc c'est pas tellement mystérieux. Non, c'est pas mystérieux, mais pour moi, ça crée ce que j'aime beaucoup, c'est un temps dilaté ou compressé. Je trouve ça très beau, c'est cette mouvance de la lumière en permanence. Enfin, moi, c'est la première fois qu'au cinéma, je vois un temps, je sais pas comment dire... Élastique. Oui, oui, une chose qui est du... Enfin, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais du divin, quoi. Un temps autre que simplement le temps chronologique. Time is money. Autre que time is money. Voilà. C'est comme un tableau de Cézanne. Hein? C'est comme un tableau de Cézanne. Oh, mais c'est un grand compliment ce que j'entends. Merci beaucoup. Continuez comme ça. À la bande de chiens, vous dites qu'ils s'engueulent comme des chiens, mais ils s'engueulent dans la langue de Hölderlin et de Brecht. Ouais. Et c'est une langue extraordinaire. C'est d'un bouleversant parce que, à la limite, je veux dire, on n'y comprend plus rien parfois. Parfois, on est tellement remué par cette langue et elle est tellement pleine de métaphores, retournements, renversements de la phrase qu'on est bombardé. Ouais. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, la langue fait que le côté sordide ou le côté... Il y a une violence de la langue, mais qui n'est pas sordide, qui a quelque chose de... peut-être de sublime, en tout cas d'extrêmement fort, qui est inhumain aussi, d'une certaine manière. Oui, parce que c'est du niveau de la logique, où peut mener, jusqu'où peut aller la logique d'une cervelle. Et ça, c'est déjà dans Hölderlin. On sent chez Hölderlin pourquoi un beau jour, ça n'allait plus, parce qu'il était à la limite de... Et il y avait déjà Sophocle avant, et là-dessus arrive ce fou de Brecht. Alors, de ce point de vue-là, ce film-là est le plus difficile qu'on ait jamais fait, parce que c'est quelque chose qui fait éclater le cerveau de ce qu'on lit et de ce que ces trois personnes-là ont rajouté l'une à l'autre. Oui, les phrases ont quelque chose de fou, et en même temps, alors dans l'image, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous avez une aide à la mise en scène extraordinaire avec le vent. Et vous l'avez extrêmement... Enfin, je trouve que c'est très très fort et très beau quand les robes la robe d'Antigone notamment claquent au vent, parce qu'il y a quelque chose là aussi qui fait que il y a cette sorte de force du personnage, qui a quelque chose quand même aussi de raide, ou pas de raide, mais comment dire, de statique. Enfin, elle en démordra pas. Et puis il y a le vent qui d'une certaine manière, je sais pas, fait que c'est très très fragile aussi. Enfin, je sens ça comme ça. Et moi j'ai beaucoup aimé ces images. Merci. David Wark Griffiths disait déjà à son époque, ce qui manque au cinéma moderne, c'est le vent. Le vent qui agite les feuilles. La façon dont ils lisent le texte n'est pas du tout théâtrale, n'est pas du tout lyrique, elle est presque clinique. Ces acteurs-là jouent dans une nature qui, elle, est très vantée. Je voudrais avoir une explication sur ce contraste, justement, des acteurs très figés, avec une diction clinique, dans une nature très, très en mouvement, où il y a des insectes qui volent dans tous les sens, il y a beaucoup de vent, et voilà, le rapport des deux. Ben, le rapport, c'est la contradiction, c'est tout. Envie de contradiction, ça c'est... S'il n'y avait pas ça, le film n'existerait pas. C'est ce que j'ai appelé bêtement au début la barbarie, qui est un mot pesant, mais enfin... on travaille avec ces contradictions-là, les choses existent grâce à ces contradictions-là. D'ailleurs, ils ne sont pas si figés que ça, c'est pas parce qu'ils ne se mettent pas à sautiller en parlant qu'ils sont figés. Bon, enfin, ils sont quand même bien statuaires, disons. Quoi? Vous êtes certainement très déçu par ma réponse, mais je suis désolé, mais je ne peux pas faire mieux. Vous voulez rajouter quelque chose? Rajouter? Non, voilà. Ah non, je rajoute rien. Non, mais redemander quelque chose.
pour me forcer à répondre un peu plus sérieusement. Non, enfin, c'est pas du rajout. Non. C'est peut-être de la rupture aussi, plus que du rajout. Non, j'en sais rien. J'ai une question toute simple en fait à vous poser. C'est pourquoi le défi, ça a été Othon de Corneille. Pourquoi cette pièce-là? Ah, parce que quand j'étais jeune, j'admirais beaucoup les textes de Corneille. En particulier Héraclius ou Suréna, etc. Celui-là, je ne l'avais pas lu, curieusement. Parce que c'était à la fois pour des raisons morales, et politiques bien entendu, mais parce que Corneille, c'est le seul qui ait vraiment le sens de la morale. À côté de ça, Racine est une canaille. Hein. C'est une canaille janséniste si on veut, mais c'est une canaille quand même. Corneille, lui, c'est autre chose. Il a interrompu tout son travail pendant 4 ans pour passer tous ses jours et toutes ses nuits à traduire l'imitation de Jésus-Christ. Ça, quand même, il faut se le faire. Et ça laisse des traces, je dis des traces morales, mais pas seulement moralement, mais politiquement également. Et puis en plus, c'est pour des raisons cinématographiques, parce que je pense que Bixby ou To Have and Have Not, et quelques autres films très rares comme ça, ils avaient affaire avec Héraclius. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à avoir découvert ça. Et puis parce qu'un beau jour j'ai pris le petit Larousse et j'ai lu Corneille, alors c'est écrit, ah oui, Corneille, puis d'un coup il dit, à ces dernières pièces, on fait tort, a fait tort, non, on fait tort, des intrigues obscures et incompréhensibles. Voilà. Voilà. C'était Corneille classé une fois pour toutes. Ça voulait dire tout simplement on n'y comprend rien, quoi. Comme quand on voit ce film-là, au début on n'y comprend rien. Ouais. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de le placer dans la forêt? Pourquoi avez-vous choisi de le placer dans la forêt, pas ailleurs? Ah, parce que j'habitais là, pas loin. J'ai mis 20 ans pour apprivoiser. Le petit prince de Saint-Exupéry dit il faut apprivoiser. Et pour apprivoiser ce lieu-là, qui était à 50 mètres dans l'endroit où je dormais, c'est tout. Alors au bout de 50 ans, eh ben, on est amoureux d'un endroit, c'est tout. Et alors, si on est amoureux d'un endroit, ben, on a envie d'en faire part à d'autres gens. Je sais pas, il n'y a pas de mystère là-dedans. Vous avez compris ce que je voulais dire? Les autres avaient le nez bouché. Complètement bouché, ils avaient le nez bouché. Ils étaient tellement exaltés dans leur folie et dans leurs rêves qu'ils avaient le nez bouché. Hölderlin, il avait le nez encore ouvert. La menace qu'il a vue, ben on la connaît maintenant. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui dit quelque chose? Hein? Quoi? Non, c'était... Dites-moi quelque chose. Je vous entends pas. Il paraît de sa voisine. Ah bon? Et je ne vois pas l'utopie communiste de la mort en pédoc. Hein? Je vois pas l'utopie communiste de la mort en pédoc. Ouais, ben, voyez notre film à l'occasion un jour et vous la verrez. La semaine prochaine. Je sais pas, ça dure tout le tiers du film. D'ailleurs, je suis pas le seul à avoir eu cette idée-là. Il y a un Français, le seul qui est compris Hölderlin, je sais plus comment il s'appelle. Il l'a dit. D'ailleurs, Hölderlin était un jeune poète ambitieux qui a écrit ça très jeune. Il a vécu encore le double de temps après, au moins le double. Et il a écrit ça, c'était l'équivalent d'André Chénier en tant que poète, j'entends poète dans la société,
André Chénier s'est fait guillotiner, et Hölderlin, lui, il a traversé la France jusqu'à Bordeaux. Ça a duré un mois, il est revenu, et il a été en 2 jours, il est revenu, ça a duré un mois. Bon, c'était la France révolutionnaire. Et il est rentré en Allemagne, et là, ils ont rêvé d'une révolution en Allemagne. Et le jeune poète ambitieux qu'il était a écrit La mort d'Empédocle pour être le premier poète, après la Révolution, à avoir une pièce à proposer, à jouer en plein air. Voilà. Alors, c'est ça. Bon. Maintenant, quant au contenu dont je parlais, et que vous dites que vous ne voyez pas, si vous ne le voyez pas, c'est pas de ma faute. Si moi je l'ai vu, c'est un tout petit peu de ma faute. Parce qu'après tout, j'ai vécu 3 ans avec ce texte. D'ailleurs, je ne le savais pas au point de départ, je l'ai découvert au bout de nombreux mois, et même je l'ai découvert quand le film était tourné. Alors, croyez-moi, pourquoi vous vous cachez maintenant? J'ai vu que vous vous cachiez. Non, je me le cache pas. Mais, Ouais. Mais vous connaissez La mort d'Empédocle? Bah, Non, je vous demande, vous connaissez La mort d'Empédocle? Je l'ai lu, ouais, mais j'ai pas vu votre film. Non. Ah bon, vous avez lu La mort d'Empédocle? J'ai lu La mort d'Empédocle. Eh ben, relisez. Et puis mieux que ça, vous voyez notre film à l'occasion, c'est quand? La semaine prochaine. Ah bah ça tombe bien. Alors voilà. Moi je serai pas là la semaine prochaine, je serai au Fresnois. Bon, mais là, vous serez là, alors soyez là, je vous en prie. Soyez là, et puis après vous pourrez abandonner toute notre histoire. Mais voyez au moins ça. Lire La mort d'Empédocle, moi, qui a lu quoi? Moi j'ai rien lu. J'ai rien lu. Jamais rien lu jusqu'au bout. Les choses que je connais par cœur, du début à la fin, sont les choses que j'ai portées là sur l'écran, c'est tout. Tout le monde lit, mais personne ne lit. Personne n'a jamais lu un livre à fond ni jusqu'au bout. C'est pas sérieux tout ça. C'est comme les cassettes vidéo, les DVD. Tout le monde achète ça. Enfin, disons, il y a 800 personnes qui achètent des cassettes de Rivette ou de Romer ou de Rouge. 800 ou 900, j'en sais rien. Et puis ils les mettent là sur leurs étagères, à côté de leurs livres. Ils les regardent même pas. Alors, on dit, ah, les films de Straub, enfin visibles. C'est une rigolade. Quand il y a eu 5 ou 6 films de nous qui ont, quand ils ont été montrés sur certaines télévisions allemandes, ou même sur le ciné-club d'Antenne 2 de Claude Jean-Philippe à l'époque, ont eu 1 200 000 spectateurs jusqu'au bout. Et en Allemagne, 2 500 000, etc. Et après arrivent des cassettes et on dit, ah là là, les films de Straubulet, enfin visibles. Et moi je rigole, comme dirait Chabrol. Bon alors, c'est très bien, mais enfin, faut pas qu'on se raconte une histoire. Vous êtes bien content de... C'est pas vrai ça ce que vous dites. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Je suis pas sûr que ce soit vrai ce que vous dites. Vous êtes bien content que ça sorte en DVD vos films. Ils seront... Ah ouais, je suis content. Bon, bah alors. Mais je rigole. Je suis tellement content que je rigole. Marx était un Mogellan, et les Mogellans ont un petit peu le sens de l'ironie. Ce lyrisme-là... C'est une ironie qui a mal tourné dans le siècle suivant. Je sais pas. Comment? C'est une ironie qui a mal tourné dans le siècle suivant. Et où effectivement, malheureusement, l'essentiel de ce qui a été retenu de la pensée de ce grand homme, parce que c'en était un, ça a été effectivement d'aller dans ce sens du progrès. Oui, Marx était moins con que ça. C'est une question qui se pose, c'est une question compliquée, mais aujourd'hui on est suffisamment avancé dans cette voie pour voir qu'on a perdu quelque chose d'essentiel, et qu'aujourd'hui il faut faire un inventaire, quoi. On doit être aujourd'hui dans une logique d'inventaire de ce que l'époque moderne a apporté. Pardon ? C'est facile après de faire l'inventaire. Ouais. C'est pas facile, c'est qu'on a pas le choix. Non mais alors... pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt, les enfants? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? On est d'accord. C'est qu'il y avait plein de gens qui réclamaient autre chose. Comme on le voit, le mérite du film, c'est de montrer qu'il y avait plein de gens qui aspiraient à autre chose, qui n'aspiraient pas à ça,
et que ces gens-là, on les a écrasés. Et c'est la même chose en Espagne, en fait. Moi, le parallèle que je ferais, il y a quelqu'un qui demandait si c'était comme ça dans d'autres pays. Bah, finalement, moi, cette expérience italienne, je la connaissais pas. Et par contre, ça me rappelle effectivement la guerre d'Espagne, qui a été... Bon, mais la guerre d'Espagne, c'était le début de la croisade anticommuniste internationale. Là, c'est évident. Non, c'était pas seulement ça, c'était aussi la destruction des communautés traditionnelles espagnoles, des d'une certaine économie naturelle et d'une aspiration socialiste qui n'était pas fondée sur le développement des moyens de production modernes, mais sur le partage des richesses telles qu'elles existaient dans les sociétés traditionnelles. Oui, mais c'est justement ce qu'il fallait pas, ce qu'il fallait endiguer tout de suite. Et c'était le début. C'était le début de l'opération, la guerre d'Espagne. Ça, il n'y a pas de problème. Là, je suis d'accord avec vous. Ça, c'était... Bon... D'ailleurs, relisez Les grands cimetières sous la lune de Bernanos. Lui qui était vraiment parti de l'autre côté, il a découvert certaines choses sur place. Qu'est-ce que c'est votre question? Pourquoi on a fait ça? Pour que chaque événement se révèle au spectateur comme quelque chose de hors de l'ordinaire. Pour que le spectateur, et là on retrouve presque, on le veuille ou non, puisse se dire en recevant un événement chaque fois, seulement une fois, se dire qu'est-ce que c'est que ce monde-là, où des choses comme ça sont possibles. Est-ce que c'est le seul des mondes possibles? Est-ce que on ne devrait pas inventer un monde différent, etc. Pour ça. C'est pour lier des fils historiques, sans les expliquer, sans les développer. Hein? Au risque que ça devienne difficile à comprendre? Oui, il faut prendre des risques. Si on ne prend pas des risques quand on fait un film, alors où est-ce qu'on en prendra? C'est pas les politiciens qui prennent des risques. Ils ont de plus en plus peur d'en prendre. Ils sont de plus en plus serviles avec l'électorat, la clientèle électorale. Enfin, comme disaient les Romains, la clientèle tout court. Si on a le privilège de faire un métier comme ça, alors que 90% des gens aujourd'hui, peut-être peu moins, j'en sais rien, sont condamnés à faire un métier ou ont une occupation à laquelle ils sont condamnés, qui les intéresse pas du tout, qui dans certains cas les met en colère ou les dégoûte, ou dans le meilleur des cas les intéresse qu'à moitié, je vois pas pourquoi on prendrait pas des risques. Alors c'est pas la peine si on prend pas de risques, c'est qu'on n'est pas digne de la situation privilégiée dans laquelle on est, c'est-à-dire de faire un boulot qui vous intéresse et qui, voilà, et que où personne n'a son mot à dire. Cocteau disait, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi-même. Voilà. On peut pas dire que Cocteau était un révolutionnaire. C'è una legge, Issione, cui bisogna ubbidire. Quassù la legge non arriva né fede. Qui la legge è nevaio, la bufera, la tenebra. E quando viene il giorno chiaro e tu ti accosti leggera alla rupe, è troppo bello per pensarci ancora. C'è una legge, Issione, che prima non c'era, le nubi, le aduna, una mano, più forte.
qui non arriva questa mano. Tu stessa adesso che sereno ridi. E quando il cielo s'oscura e urla il vento, che importa? La mano che ci sbatte come gocciole. Accadeva già, ai tempi, che non c'era padrone. Nulla è mutato. Sopra i monti noi siamo avvezzi a tutto questo. Molte cose sono mutate sui monti, lo sa il Perio, lo sa l'Ossa e l'Olimpo, lo sanno. Monti più selvaggi ancora. E che cosa è mutato nel fede sui monti? Nel sole e nell'acqua, Issione, la sorte dell'uomo, è mutata, ci sono dei mostri. Un limite è posto voi uomini. L'acqua, il vento, la rupe e la nuvola non sono più cosa vostra, non potete più stringerli a voi generando e vivendo. Altre mani ormai tengono il mondo. C'è una legge, Issione. Quale legge? Già lo sai, la tua sorte, il limite. La mia sorte lo impugno. Nefele, che cosa è mutato? Questi nuovi padroni possono forse impedirmi di scagliare un macigno per gioco o di scendere nella pianura e spezzare la schiena a un nemico. Saranno loro più terribili della stanchezza e della morte. Non, j'avoue que ce film-là est impossible. Il est absolument impossible parce que après le premier dialogue, on subit déjà, c'est déjà tellement énorme ce qu'on entend. Ensuite arrive le second, ensuite arrive etc. et le loup, etc. Et ensuite arrive la deuxième partie. Je pense que c'est au-delà de la limite du spectateur, même héroïque. Non, vraiment je le pense, je le dis, j'étais là-bas, j'étais dans le fond et je me suis dit ça. C'est énorme. Parce qu'il y a tellement de... Et encore un petit coup, et t'en veux encore un petit coup. Nous, alors, nous, on est un peu nostalgiques, alors on fait des films en espérant qu'ils serviront à ouvrir les yeux et les oreilles. Avant d'arriver à la conscience politique, on y arrive que si on a les yeux et les oreilles ouverts, hein, ça tombe pas du ciel. C'est pas une conscience qui... Là, la conscience vient du fait qu'on a les yeux et les oreilles bien ouverts. Et la conscience politique, naturellement, également. Mais je veux dire que je préférerais qu'on dise, écoutez, ces films-là sont les films les plus accessibles du monde, parce qu'ils ne comportent aucune rhétorique. Moi, quand je vois des films modernes, qu'on appelle modernes, qui en réalité sont... On s'entend de retard sur Griffith, ou sur John Ford, ou sur Vertov, ou sur combien d'autres. Bon, ou sur Stroheim. Bon, là, je me dis, nom de Dieu, il y a une telle rhétorique là-dedans que des fois je suis là et je me dis, mais je n'y comprends rien. Parce que la rhétorique est comme un parasite sur un arbre. Elle bouffe l'arbre et on est là, on se demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ici, il n'y a pas de rhétorique. Un coup de dé, jamais, quand bien même lancé dans des circonstances éternelles, du fond d'un naufrage, soit Que l'abîme, blanchi, étale furieux, sous une inclinaison
plane désespérément d'elle. La sienne, par avance retombée d'un mal à dresser le vol et couvrant les jaillissements, coupant au rang les bons, très à l'intérieur résume l'ombre enfouie dans la profondeur par cette voile alternative, juste adaptée à l'envergure, sa béante profondeur en tant que la coque d'un bâtiment penché de l'un ou l'autre bord. Hors d'anciens calculs, où la manœuvre avec l'âge oublié surgit, inférent, jadis il empoignait la barre, de cette conflagration à ses pieds, de l'horizon unanime, que se prépare, s'agite et mêle, au point qu'il l'étreindrait, comme on menace un destin et les vents, l'unique nombre qui ne peut pas être un autre. Esprit, pour le jeter dans la tempête, en reployer la division et passer fier, hésite, cadavre par le bras écarté du secret qu'il détient, plutôt que de jouer en maniaque chenu la partie au nom des flots, un envahit le chef, coule en barbe soumise, naufrage cela direct de l'homme, sans nef, n'importe où veine, ancestralement à n'ouvrir pas la main, crispé par-delà l'inutile tête, lègue en la disparition à quelqu'un ambigu. L'ultérieur démon immémorial, ayant de contrée nulle, induit le vieillard vers cette conjonction suprême avec la probabilité, celui, son ombre puérile, caressé et poli et rendu et lavé, assoupli par la vague et soustraite aux durs os perdus entre les ais, né d'un et bas, la mère par l'aïeul tentant ou l'aïeul contre la mère, une chance oiseuse. Fiançailles, dont le voile d'illusion rejaillit leur hantise, ainsi que le fantôme d'un geste, chancellera, s'affalera, folie. Par ailleurs, il faut bien dire une chose, c'est que au début j'étais effrayé parce que j'ai eu honte pour Varèse. Hein. Je sais pas, le son était complètement étouffé, Varèse n'était pas là. Bon, ensuite je leur ai dit de monter un peu, j'étais un peu mieux, mais il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Cette installation technique là, au niveau de l'amplification et de ce qui en sort, bon, elle n'est pas dégueulasse à 100%, mais elle est à 70%, franchement. C'est encore beaucoup plus beau que ce que vous dites, ce qu'on entend. Alors bon, moi ça me fait de la peine, pas par vanité artistique, mais ça me fait de la peine pour les techniciens et ceux qui s'en donnaient du mal. Puis surtout j'ai honte pour Varèse dans un cas comme ça. Je me dis, mais bon Dieu, Varèse, c'est pas ça. Hein. Et c'était pas ça. Hein. À la fin, le Varèse était un tout petit peu plus éclatant, plus brillant, plus... Voilà. Bien que je sois content qu'on ait hospitalisé ces films-là ici, je vous dis qu'il faut se méfier des cinémas de qualité. Lubchansky est là dans la salle. Viens un peu, Willy. Viens te montrer. Il n'y a aucune raison. Il a fait un travail fantastique et on voit un travail mutilé. Mutilé, mutilé, mutilé. Je vois pas pourquoi la lumière est réglée comme ça, de telle sorte que tous les plans un peu élargis, où il n'y a pas seulement un seul personnage à l'écran, sont complètement surex. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ouais, c'est surex. Dopé, quoi. Non, mais le projectionniste n'y est pour rien.
Ouais, c'est le système qui est pour quelque chose. Le système, comme d'habitude. Non, Comme mais là, on d'habitude. va pas aller jusqu'au système, on est entre nous, ça va. Non, on n'est pas entre nous, on n'est pas entre nous. Le système, il est le système. On est dans le système et on n'en sortira pas tant qu'on l'aura pas dynamité. Dynamité. Comprenez ce que ça veut dire, ça? Moi, personnellement, je suis pour le terrorisme. La présence de Daniel qui introduit Brecht dans le film, ce qui n'était pas, disons, entre guillemets, gagné d'avance, Kandinsky, Brecht. Est-ce que vous diriez que ça, c'est justement une manière de dire, une manière de revendiquer ça, cette articulation que vous faites, le fait que ce soit Daniel qui, dans ce plan en couleur, introduise Brecht? C'est une sorte d'explosion, parce que d'abord c'est une femme, dans un film où jusque-là on n'a vu que des mâles un peu pâles, puis en plus elle a une robe avec des fleurs, et puis il y a un chat sur ses genoux, etc. Oui, ça explose là. Il y a quelque chose qui explose. Quoi? Non, rien. Ça s'est fini comment? Comment est-ce qu'on appelle ça, non? Il y a un mot. Ça s'appelle érotisme, si je ne m'abuse. Bon. Je vais vous dire ce que j'ai admiré le plus dans le dernier tiers du film que j'ai vu. C'était Daniel. J'ai admiré Daniel, profondément. Parce que là, il y a une précision dans le sous-titrage et une justesse que personne au monde n'a jamais été capable de faire pour aucun film sous-titré. Voilà. Alors je l'ai admiré, mais elle n'est plus là. Là, il y a quelque chose qui est irremplaçable parce que personne au monde qui connaissait pas ce film-là pouvait faire ça. Elle l'a fait, c'est tout. Elle l'a fait avec précision, gentillesse, amour et voilà, c'est tout. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, parlons-nous. Hein? Excusez-moi, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez pour les terroristes, alors on voulait vous demander pourquoi vous préférez faire des films plutôt que poser des bombes en fait. Oui, je crois vraiment que si j'avais pas eu la chance de faire des films au début, je serais devenu un terroriste. Ça, si c'est ça que vous voulez savoir, maintenant vous le savez. Et maintenant je vais me coucher.